Cette histoire a commencé un 15 août, il y a plus de 20 ans, à Capri. Ce soir-là, Cornelius Cunard avait convoqué la plupart de ses amis sur la Piazzetta à l'heure où le ciel se fond dans toutes les nuances de pourpre, d'or, de violet. Pour ce garçon charmant, c'était là un rite annuel qu'il respectait scrupuleusement depuis sa conversion personnelle aux piétés italiennes. Cornelius Cunard avait, de plus, beaucoup de sympathie pour la Vierge Marie et se réjouissait d'honorer son Assomption dans l'ambiance alcoolisée d'un Ferragosto revu et corrigé par ses habitudes de noceur. J'étais son invité. La nuit promettait d'être chaude. C'est un extrait du dernier livre, du dernier roman de Jean-Paul Enthoven, Ce qui plaisait à Blanche, un roman paru chez Grasset, l'un des romans de la rentrée littéraire. Jean-Paul Enthoven, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. J'ai choisi cet extrait, déjà pour qu'on se mette dans l'ambiance, parce que j'aime aussi votre style descriptif de tout cela. On va parler maintenant, si vous le permettez. C'est un roman différent, un roman détonnant, un roman finalement tout en question, et ce, jusqu'au bout. Un roman érotique et qui s'intéresse à de nombreuses thématiques. Alors, parmi les thématiques, il y a bien sûr la relation père-fils, il y a l'amour, il y a la sexualité, et évoqué de façon, je dirais presque, mais ce n'est pas péjoratif de ma part, quasi obsessionnelle, parce que finalement, on l'est tous, la vie, la mort. Jean-Paul Enthoven, si je vous demandais de résumer votre roman en quelques mots, sans en trahir bien sûr le contenu, parce que c'est difficile de parler d'un roman. On va donner envie aux lectrices et aux lecteurs potentiels de le lire. Comment feriez-vous un résumé ? Écoutez, vous avez choisi d'ouvrir votre première lecture sur cet extrait qui se passe un 15 août. Oui. Et un 15 août, c'est très particulier parce que c'est le moment où l'été devient un peu moins l'été. C'est vrai. C'est un moment de bascule dans la saison, mais c'est aussi, dans le roman en tout cas, ce que je peins, c'est un moment de bascule dans la vie. On passe de la lumière, non pas au crépuscule, mais on passe à une lumière moins intense. Ce sont des gens qui sont au milieu du chemin de leur vie et qui, d'un 15 août à l'autre 15 août, vont vivre une année très particulière. Une année qui décidera de tout. Alors, quand ça décide... C'est le point de départ, on va dire. C'est le point de départ et le point d'arrivée, puisque le roman se termine aussi un 15 août. Oui. Un an, c'est un cycle. Oui, c'est un cycle. Et puis, c'est aussi le 15 août, l'héroïne, c'est Marie, c'est la Vierge Marie. Et en vérité, c'est la seule vierge de ce livre. Oui, tout à fait. Mais vous l'évoquez. Bien sûr, voilà. bien sûr. Il y a une autre créature qui porte presque un nom laïque de vierge puisqu'elle s'appelle Blanche, mais elle s'appelle Blanche parce que son âme est noire. Oui, c'est vrai. Alors, il y a donc beaucoup de nombreux personnages, pas tant que ça en fait. Non, alors vous avez dit par exemple que le personnage qui organise cette fête, ce playboy, s'appelle Cornelius Cunard. Les amateurs, ce patronyme de Cunard doit tinter dans leurs oreilles, parce que dans les années 1920, à Paris, il y avait une femme extravagante qui s'appelait Nancy Cunard. Oui. Et cette Nancy Cunard, qui a été la première maîtresse d'Aragon, qui l'a conduit, Aragon qui joue un rôle très important. On va en parler. Elle l'a conduit jusqu'au suicide qu'il a heureusement raté. Et cette Nancy Cunard, richissime, puisqu'elle était l'héritière de la fameuse compagnie de transatlantique qui faisait la liaison États-Unis-Europe. Et cette Nancy Cunard était une femme extravagante. Et ce Cornelius Cunard porte le même nom qu'elle, s'imagine qu'il est un de ses descendants, mais c'est très confus dans sa tête. En vérité, il ne peut pas être son descendant, son petit-fils ou son arrière-petit-fils, puisque Nancy Cunard n'a jamais eu d'enfant. Donc c'est une descendance imaginaire, mais il aime bien avoir un lien avec la vieille Europe. Et l'héroïne principale, Blanche,
ce fameux 15 août, va se déguiser en Nancy Cunard. Pour avoir une idée de ce qu'est Nancy Cunard, il y a une photo célébrissime de Man Ray, photo très célèbre où on voit une femme avec des bracelets, 66 bracelets, là. Et mon roman est composé de 66 chapitres. Voilà. Le 66 étant le chiffre du diable, bien entendu. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à lire votre roman, j'ai été très surprise, mais j'avais pas encore la réponse, parce que ce que vous venez de dire, ça arrive plutôt, on va dire, dans la dernière moitié. On donne rarement le nom de l'assassin à la première Non, mais je parle pas de cela. Je parle du fait que les chapitres sont très courts. Et je me disais, mais déjà un autre chapitre. Et puis après, bien. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que à la lecture, ça allège, ça donne envie de continuer, ça donne un rythme. Et je pense que ce rythme, en dehors du chiffre du diable, vous l'avez souhaité. Oui, bien sûr. Il faut vraiment que le lecteur n'ait pas envie de poser ça sur un coin de sa table. C'est à moi une décourtoisie de faire en sorte, de tenter de faire en sorte qu'on veuille tourner les pages. Bien sûr, et on les tourne. Alors, vous avez publié, Jean-Paul Enthoven, chez Grasset, 3 romans et 3 ouvrages d'études littéraires. Vous êtes également le co-auteur d'un dictionnaire amoureux de Marcel Proust, et ce dictionnaire amoureux a obtenu le prix Femina Essai. En quoi ce roman est-il différent de ce que vous avez fait auparavant ? Il n'est pas différent, c'est toujours le même. Vous savez, j'ai la faiblesse de penser qu'un écrivain honorable écrit toujours le même livre. Bien sûr. Je vais faire 2-3 comparaisons, mais pas pour me flatter, bien entendu, parce que je suis très humble devant les noms que je vais citer. Patrick Modiano écrit tout le temps le même livre. Oui, c'est vrai. Et quant à Marcel Proust aussi. Donc, et Francis Scott Fitzgerald aussi. Donc, moi, Vous êtes dans cette veine. Enfin, je suis dans la veine. C'est-à-dire que chacun de mes livres est planté, inscrit dans une figure féminine. Voilà. Les femmes, c'est important dans votre vie. C'est pas que ce soit important, c'est pour moi, comme aurait dit Roland Barthes, ce sont des appels de fiction. Je veux dire, dès qu'on est devant une femme, quelle qu'elle soit belle, qu'elle soit disgracieuse, tout d'un coup... et puis comment vous dire ? Moi, je n'ai jamais fait la guerre. J'ai jamais été un militant très engagé politiquement. Je n'ai jamais fait de psychanalyse. Donc tout ce que je sais de moi, si je suis courageux ou si je suis lâche, si je suis loyal ou déloyal, etc., ce sont les femmes qui me l'ont appris. Ah oui. Oui, donc je peux c'est pas... beau de dire ça, c'est honnête en plus, sincère. On est dans une époque où il faut toujours faire ses preuves. Oui, non, vous, là, c'est à travers les femmes. J'aime beaucoup l'idée. Elles m'ont... voilà, c'est comment dire. Il y a un mot d'André Breton que j'aime beaucoup, bien que j'aime pas André Breton. Il disait, l'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. Eh ben, on va dire que les femmes que j'ai rencontrées m'ont toujours donné de mes nouvelles. Pas forcément des bonnes, hein, mais elles m'ont donné de mes nouvelles. Elles m'ont appris qui j'étais. Alors, comment avez-vous quand même eu l'idée de ce roman qui décrit un milieu quand même très particulier que peu de gens connaissent ? Comment l'idée est-elle venue ? Vous savez, j'ai aucune imagination. Oui. Donc, je plante mon chevalet là où je vis. Alors, maintenant, on vit une époque très bizarre où la qualité d'un roman se juge beaucoup à la sociologie qu'il met en scène. Aujourd'hui, mettre des gens riches dans des villégiatures de rêve, c'est très mal vu. Oui, très. C'est pas politiquement correct. Non. C'est pour ça aussi que j'ai aimé. C'est très mal vu. Oui. Mais c'était un vieux truc. Quand Proust briguait le Goncourt, ce qui n'est pas mon cas, je m'empresse de le dire, il disait... on lui disait, mais il y a trop de princesses, de duchesses, de marquises, c'est quoi ça ? On sort de la guerre, nous on entre dans la guerre, mais donc pourquoi ? Parce que si j'écrivais un roman qui se passe à Aubervilliers ou à Villeurbanne, je ferais preuve d'une imagination que je n'ai pas. Bien sûr. Vous l'avez écrit il y a combien de temps, ce roman ? Vous savez, je vais vous dire.
Non, mais vous allez comprendre aussi pourquoi je vous pose Oui, mais je vais vous répondre. Un jour, quelqu'un a demandé à Picasso combien de temps il avait mis pour peindre les Demoiselles d'Avignon. Il avait répondu 6 mois plus 30 ans. Oui, voilà. C'est le cas pour ce livre. Voilà. D'accord, vous l'aviez en vous et il ne demandait voilà. qu'à ressortir sur le papier. C'est vrai que un roman, c'est fait pour transporter l'imaginaire des lecteurs. Là, on est en plein dedans. En même temps, dans une période où les contacts physiques font peau de chagrin et sont réduits au minimum, un livre comme ça redonne un peu... écoutez, c'est avant et ça redonne un peu le moral. Attendez, d'abord, espérons ensemble que la situation tragique que nous vivons oui. Est provisoire. Bien sûr qu'elle est provisoire. Voilà, c'est un moment très, très bizarre. On est confiné, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se serrer la main. Je veux dire, je vous rappelle le nombre de moments que pendant lesquels Anne Frank a été confinée. Bien sûr, bien sûr. Et d'autres dans des caves pendant la guerre. Donc, bon, cette parenthèse est pénible. Profitons-en pour apprendre des choses sur nous-mêmes. Oui. Et puis voilà. Et c'est en ça que votre roman est aussi une forme de bouffée d'air frais. Je ne considère pas les romans comme des, comme des drogues qui vont vous donner pas du tout. Rêver. Non. Non, c'est une bouffée d'air frais, c'est ce que je disais. Voilà. Alors, comment est-ce que vous écrivez ? Je me suis posé la question. Oui. Est-ce que vous écrivez sur un clavier d'ordinateur ? Est-ce que vous écrivez à la main ? Comment aimez-vous écrire ? Alors, j'ai longtemps écrit à la main, comme tout le monde, mais maintenant c'est l'ordinateur. Mais donc d'une banalité affligeante, mais s'il y a une particularité, il y a 2 sortes d'écrivains. Il y a ceux qui font une première version, en vrac, et puis qui la reprennent, et la reprennent, et la reprennent 10 fois, 20 fois, 100 fois. Moi, je ne peux pas écrire une phrase numéro 2 si la phrase numéro 1 ne me paraît pas définitive. D'accord. Impossible. Ce qui est ridicule, d'ailleurs. Non, pourquoi ? Non, parce que ça... C'est pas ridicule. Non, parce que du coup, je vais de petites miniatures, entre guillemets, parfaites, à miniatures parfaites, mais en chemin, je perds l'élan, la puissance, le mouvement. Je connais mes limites et mes avantages. Si vous voulez, je fais du clavecin, j'aurais voulu faire de la musique symphonique. Mais la nature même de ma démarche d'écriture est quelque chose qui m'oblige à faire des choses harmonieuses, localement, au détriment peut-être de quelque chose de plus vaste. C'est pour ça qu'en général, l'unité de temps dans lesquels mes intrigues se déploient, je la limite. J'aimerais des romans qui courent sur toute une vie. Oui. Mais c'est aussi... Mais sur un an, il s'en passe des choses. Alors, vous avez... Moi, j'ai beaucoup aimé votre style, qui est un style fait de détails, de pointillés, un style extrêmement descriptif. Chaque détail compte, d'où ce que vous venez de nous expliquer. Oui. Maintenant, on a compris. Dans votre livre, il y a une abondance de nature, de senteurs. C'est très important dans votre vie. Non, je m'explique. Je n'aime pas décrire pour décrire. Non, bien sûr. Les paysages m'ennuient. Je suis un stendhalien, je ne suis pas un balsacien. D'accord. Stendhal, c'est le paysage en ce qu'il est le reflet d'une âme. C'est pas juste parce qu'il y a des cyprès ou des acacias. Non, bien sûr. C'est parce que il parle de l'âme du héros ou de l'héroïne qui traverse la page. Ça, c'est la première chose. Et s'il y a beaucoup de nature, il y a des lézards, il y a des fleurs. Il y a des fleurs, c'est tout des simplement arbres, parce senteurs. que mon héros, qui est un homme sans Dieu, un homme qui se déplace sous un ciel vide, a un cœur de païen. Et quand on a un cœur de païen, on se vit les molécules d'air qui remplissent vos poumons. On imagine qu'elles sortent des poumons d'un crapaud, d'un poisson, d'un singe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de fusion dans la nature qui n'est pas une fusion d'amour de la nature, parce que la nature, c'est pas glorieux. La nature, c'est le règne de la violence. Albert Cohen parlait des Juifs en disant « mon peuple d'anti-nature ». Et ça, je le retiens. Oui. J'aime pas la nature pour elle-même. J'aime la nature parce qu'elle dit...
elle dit le paganisme étrange et désespéré, voilà. Oui. Et donc, tout ça on le retrouve. Alors, je voulais savoir, derrière quel personnage vous trouvez? Ou vous croyez vous trouver? Ou derrière tous? Alors, je vais vous dire, quand on rêve, on est dans nos rêves, n'est-ce pas? Je suis moi dans mon rêve, et puis il y a la femme que j'aime, il y a mon ami, il y a mes amis, etc. Et on a tendance à penser qu'on est simplement celui que nous sommes dans nos rêves. Mais c'est une erreur absolue. On est tous les personnages quand on rêve. Si par exemple un de mes amis se conduit mal vis-à-vis de moi dans un rêve, et j'aurais presque tendance à lui en faire le reproche en me réveillant, en disant mais dis donc, mais pourquoi tu... Mais il aurait raison de me dire mais c'est pas moi, c'est toi qui m'as... Donc un roman c'est la même chose. On est tous les personnages. Oui. Et donc, vous êtes derrière tous les personnages. Et Aragon dans tout ça. Vous savez, les choses, ça se passe bizarrement parce que, au départ, mon héroïne devait s'appeler Louise. Et comme je suis éditeur par ailleurs, ce jour-là, au moment où je démarre l'affaire, je reçois 3-4 manuscrits dont l'héroïne s'appelle partout Louise. Ça m'énerve. Donc je dis, je ne peux pas... Et puis c'est vrai, il y avait plein de romans qui sortaient à ce moment-là où l'héroïne s'appelle Louise. Bon, c'est un bon prénom de roman. Et donc, je vais marcher dans la rue, je rencontre quelqu'un qui me présente sa fille, qui s'appelait Blanche. Ah, Blanche me plaît, surtout pour décrire un personnage vénéneux. Et puis, Blanche, évidemment. Il y a 2 Blanches dans la littérature. Il y a Blanche Dubois, qui est l'héroïne de la pièce Un tramway nommé Désir, de Tennessee Williams. Mais oui, bien sûr. Et il y a la Blanche ou l'oubli d'Aragon. Donc Blanche m'amène à Aragon, et une fois que je rentre dans Aragon, j'en sors plus. C'est comme ça que ça se passe. Oui, et on le sent, il revient plusieurs fois au travers Oui, parce que c'est intéressant. Aragon, c'est à la fois notre plus grand poète, et c'est une canaille humaine et politique invraisemblable. Oui. On cite souvent Céline en disant le talent d'un côté, la monstruosité antisémite de l'autre. On dit ça. Hein. Bien sûr. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et ben Aragon, c'est le génie poétique incroyable et la canaillerie stalinienne parallèle. Oui. Voilà. Donc, vous ne l'aviez jamais rencontré? Si, une fois. Ah, vous l'avez rencontré, vous avez eu l'occasion de parler avec lui? Non, pas du tout. Je me souviens, c'était à l'angle de la rue de Grenelle et de la rue des Saints-Pères. Il était dans un petit bistrot qui était là à l'époque, qui s'appelait le Twickenham. Et puis, je sors, je vois Aragon, et un orage se met à pleuvoir, et il avait un grand Panama blanc. Et j'ai dit, mais je ne peux pas ne pas dire un mot à Aragon. C'est la seule fois de ma vie où je le crois. Et je lui dis cette phrase, je lui dis, monsieur, vous devriez mettre votre chapeau, il pleut. Et il m'a regardé, il m'a dit, petit, tu devrais savoir que mon chapeau craint la pluie. Et il est parti. Dans la nuit. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors, ce qui plaisait à Blanche, l'un des romans de la rentrée littéraire de Raphaël Antoven, paru chez Grasset. Raphaël, s'il vous plaît. Oui, et voilà, j'étais sûre. Je vous prie de m'excuser, c'est un lapsus. Jean-Paul Antoven, bien sûr. Alors, oui, ce que je voulais vous demander également par rapport à ce roman, c'est quel a été le moment le plus compliqué pour vous à écrire? Il y a toujours un moment où on se dit je vais pas m'en sortir quand on est écrivain, à moins que ça ne soit pas le cas pour vous. À chaque page. À chaque page. Bien sûr. Oui. À chaque page, on pense que c'est raté, qu'on ne pourra pas aller plus loin. Bien sûr. Et puis on essaie de dormir, on essaie de marcher, de respirer, chacun sa technique. Et puis on continue un peu sans y croire, et puis finalement on arrive à bon port. Oui. Alors quelles sont les critiques qu'on vous a déjà faites qui vous ont plu, ou celles qui vous ont énervé? Non, vous savez, je sors dans... Je pense pas que vous vous énerviez facilement, mais... Je sors dans une... en général, la critique est plutôt généreuse avec moi. Je sors dans une rentrée compliquée dont je n'ai pas envie de parler, puisque précisément votre lapsus... Non, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Non, mais ça me gêne pas. Voilà. Et donc, on m'interroge sur des choses... Je suis ce matin avec Jean-Paul Antoven pour le roman Ce qui plaisait à Blanche. Et on m'interroge beaucoup sur des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature, donc ça pollue tout ça, ça pollue un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Oui, mais la littérature, c'est aussi la vie. Hein. Oui. Et donc, c'est d'abord la vie. Donc, laissons faire les choses.
On verra bien. Ça décante très vite, tout ça. Et on verra bien en novembre où on en sera, les uns et les autres. Oui, bien sûr. Et en attendant, il faut absolument lire votre roman, Ce qui plaisait à Blanche, Jean-Paul Enthoven, et c'est paru chez Grasset pour la rentrée littéraire. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour cet excellent moment que j'ai passé en lisant le livre en votre compagnie. Et si je vous dis, même si c'était une crapule stalinienne, c'était un grand auteur. On a choisi de se quitter sur Léo Ferré, avec Léo Ferré. Aragon, est-ce ainsi que les hommes vivent? Voilà, je pourrais vous le réciter par cœur. Ah bah vous voulez essayer avant qu'on a... Le poème, pas la chanson. Le poème, oui, juste quelques mots. Changer de lit, changer de corps, tout est une affaire de décor, puisque c'est moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, le temps de rêver est bien court, moi qui n'avais d'amour ni de mœurs, nulle part où je vis ou meurs, je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Jean-Paul Enthoven, merci. Ce qui plaisait à Blanche, le roman de la rentrée, paru chez Grasset. On se quitte avec ces belles paroles que vous récitez si bien, mais mises en musique, Léo Ferré, Aragon. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. Merci, Lise.